Chapitre 10. Saint-Tropez, Pointe de Rabiou. La fin du dîner avait apporté à Alix quelques satisfactions. Il avait réussi à proprement saouler le chairman au point que son animosité avait grandement diminué et qu'il s'était mis à lui donner des diminutifs de plus en plus intimes. Espérant qu'il arriverait à se souvenir du caractère plus qu'aimable de cette fin de soirée, il fut quasiment obligé de le porter sur le chemin du retour jusqu'au Tiger. Gunther avait dîné chez Sénéquier pour ne pas s'éloigner du canot tout en suivant d'un regard distrait les promeneurs qui s'agglutinaient autour des yachts sur le quai Jean Jaurès, comme des papillons de nuit attirés par la lumière chamarrée du port. La saison tropézienne s'annonçait chaude. Il s'acquittait de son emploi chez Monsieur Lix avec une rigoureuse discipline qu'il avait acquise dès son plus jeune âge au sein de sa famille. Son père, ingénieur natif d'Autriche, avait émigré à Leipzig, peu avant la guerre, pour participer à la construction de ponts. Il avait été comblé. Les ponts étaient devenus sa vie, tant il avait à faire après l'invasion des Alliés et la débâcle nazie. Une vie de service qu'il n'avait pas voulu avait commencé pour lui. Il n'avait jamais pu s'en échapper. Pris par l'ambiance de cette période dure, il avait donné à ses enfants l'éducation stricte qui convenait au fils d'un ingénieur de l'administration d'Allemagne de l'Est. Dès qu'il avait pu, Gunther était sorti de ce carcan et avait fui vers l'Ouest. Perdu dans le monde de l'économie de marché, parlant peu le français, n'ayant pas de diplôme reconnu, il était trop habitué à être couvert par une autorité supérieure. La Légion, où il suivit un ami en mal d'action, fut son refuge pendant 5 ans. Il la servit avec enthousiasme. Elle fut un passage noble vers la nationalité française, un moyen d'apprendre la langue, un français un peu particulier certes, et d'acquérir des connaissances techniques qu'il mettait maintenant en pratique au service de son patron. La popote y était nettement plus élaborée. Il s'était rapidement accoutumé à cette vie de luxe comme à une nouvelle mission qu'il exécutait avec sérieux, même s'il fallait pour cela qu'il dîne chez Sénéquier sur note de frais. Il réceptionna leur invité précautionneusement, l'installa sur le siège arrière et boucla son harnais à tout hasard. Ils reprirent le chemin de Pointe de la Rabiou, comme il l'appelait. Il sortit du port à petite allure. Dès qu'il s'en fut éloigné, il s'équipa de ses lunettes de vision nocturne, par habitude, pour ne pas perdre la main et pour éviter les fondus qui, parfois, s'éloignaient un peu de la côte pour culbuter leurs belles sur leurs embarcations, tout feu éteint, comme des radeaux à la dérive. Le retour se passa sans incident, et après avoir aidé monsieur à rapatrier leur colis jusque dans sa chambre, il revint au mini-port pour ranger le 42 Tiger dans le hangar à bateau. Ce vieux bâtiment au fond de la crique avait conservé son aspect d'origine. Si le tirant d'eau était suffisant pour le Tiger, la longueur, elle, était limite. Il avait fallu l'aménager de nombreuses bouées de protection pour éviter de l'endommager en cas de fausse manœuvre. Gunther se serait fait harakiri. Il avait obtenu de faire réaménager les anciennes portes. Leur aspect de porte à battant était maintenu. Cependant, elles s'ouvraient en une seule pièce en disparaissant dans la toiture à la pression du doigt sur un bouton de télécommande. Ce minuscule appareil ressemblait beaucoup à une commande de détonateur, et le mouvement de la porte était plutôt rapide. Gunther se prenait un peu pour James Bond quand il rentrait. Avec son entraînement de parachutiste homme grenouille qu'il avait suivi en toute simplicité et dont il se souvenait sans forfanterie, il s'identifiait bien au personnage lorsqu'il le revoyait parfois à la télé. Un enfant de Leipzig avait aussi le droit de rêver, non ? Avec la même dextérité, il rangea l'engin en faisant machine arrière jusqu'au fond du hangar, coupa tous les circuits, éteignit et referma soigneusement. Passant par l'extérieur et l'escalier dans la roche, il fit une petite ronde dans le parc pour s'assurer que tout allait bien. Il fut presque surpris par Hans, embusqué sur une chaise longue au détour d'un buisson, bâillant aux étoiles dans l'attente de son collègue, son camarade. Ensemble, ils s'en retournèrent vers leur appartement discret, au sous-sol de l'aile est de la Bastide. 2 hommes simples, solides, sportifs, bien entretenus, et qui préféraient rester entre hommes. Le départ programmé du chairman mettait du baume au cœur de Lix, qui avait de plus en plus de peine à supporter son despotisme grandissant. Il n'avait pas oublié que leur relation remontait à des temps lointains où, très jeune et très ambitieux, il n'avait pour lui que ses diplômes, son intelligence et sa soif de vengeance sur une société dont il avait ressenti le premier rejet. Cette insupportable sensation le reprenait par moments. Il n'avait jamais pu l'effacer totalement, malgré les années qu'il avait passées et les revanches qu'il avait largement eu l'occasion de prendre. Elle le taraudait à l'instant même. C'était elle qui le conduisait dans les excès de sa vie, en dépit de tout ce que son enfance lui avait donné de calme, d'insouciance et d'esprit de justice. Ou peut-être à cause de cela, à l'ombre de cette triste expérience, il avait réalisé que, même s'il avait dévoué son être tout entier au bien d'autrui, cela n'aurait pas changé la réaction de cette société égoïste. Alors, lui aussi était devenu sans cœur. Du moins, avait-il mis son altruisme naturel au service du cynisme de la planète. Mélange détonnant. Une fois de plus, il revivait l'événement d'ordre sentimental qui l'avait fait basculer dans une voie sanguinaire vers laquelle son enfance ne le destinait pas. Comment pouvait-il tenir au service de barbares comme Macpherson ? Mais comment pouvait-il pardonner à ceux qui avaient brisé son rêve le plus cher ?
parce que son grand-père était de descendance sicilienne et qu'il avait une conviction communiste de pure tradition dans son milieu de naissance. Le père de Lix était un cadre en informatique reconnu dans sa banque, que diable. Les camarades faisaient partie intégrante de son souvenir d'enfance, certes, mais qui faisait réellement de la politique dans sa famille? Personne. Cela faisait juste partie de leur lot de superstitions, de coutumes familiales, de genre de vie entre amis. Ce n'était pas plus important que le foot ou le vélo, ni moins. Le dernier quartier de lune dispensait une lumière blafarde sur le parc et la piscine que Lix contemplait depuis le balcon où il s'était installé, incapable de dormir. Cette soirée avec Macpherson avait décidément rouvert bien des plaies. Sa vie repassait devant lui sans qu'il puisse contrôler le flot d'images qu'il croyait enterrées à jamais. Était-ce prémonitoire? Les relations avec le chairman sentaient-elles à ce point le roussi? À l'adolescence, Lix parlait aussi vite qu'il pensait, hachant les mots, incompréhensibles. Cela lui valait bien des désagréments, car amis et professeurs prenaient cette précipitation pour de l'inintelligence, alors que c'était tout à fait le contraire. Il s'ennuyait en classe, et le faisait savoir par son comportement rebelle. Il s'en était fallu de peu qu'il ne soit définitivement classé parmi les cancres. Fort heureusement pour lui, son professeur de mathématiques ne pouvait pas ne pas constater un don certain à l'écrit de ses exercices. Partant de là, il fut convaincu qu'un psychologue devait intervenir et qu'une orientation nouvelle devait être donnée à cet élève surprenant. Il arriva, non sans peine, à cadencer son élocution et à discipliner son activité. Le jeune homme devint particulièrement brillant. À l'époque des choix d'orientation, il réussit dans la même période de 15 jours les concours d'entrée à Centrale, les mines, Polytechnique et Normal Sup. Un instant, l'esprit camarade lui souffla d'intégrer Normal Sup, mais le souvenir des vexations qu'il avait subies en classe l'emporta, et par défi, il signa pour Polytechnique, d'où ce surnom de Lix, L''X, qu'il conserva pour son plaisir. Issu d'une famille simple de l'Est de Paris où les invitations étaient conviviales mais sans façon, où le vélo était à la fois le véhicule et le sport favori, il fut parachuté du jour au lendemain dans un environnement diamétralement opposé. En plus des matières au programme qu'il suivait facilement, il eut à fréquenter les grands restaurants. Une remise de 50% chez Lip, à condition de porter l'uniforme, l'y aidait. Il devint un membre assidu des clubs hippiques à la mode, des aéroclubs et des parcours de golf, car un grand dirigeant ne pourrait gérer sa multinationale sans être expert dans ces diverses disciplines. Comme le reste, il apprit très vite et en profondeur. Il prit les habitudes de la classe d'hommes dans laquelle il entrait et oublia, non sans quelque nostalgie, les camarades. Ses études finies et la première paye en poche, il avait maintenu avec plaisir les contacts qu'il avait pris dans cette caste, par le truchement des nombreux cercles qu'il fréquentait dorénavant régulièrement. Tant et si bien qu'il tomba follement amoureux d'une ravissante jeune fille d'une intelligence exceptionnelle, issue d'une excellente famille apparentée à un ancien Premier ministre. La liaison dura. Il n'avait jamais été aussi sincère de sa vie. Il sentait l'importance que cette femme avait pour lui. Elle était sûre de ses sentiments. Ils décidèrent de se marier. Et c'est là que ce jeune homme fringant, qui avait fait tout ce que la société demandait de lui, quitte à trahir un peu les convictions de ses amis d'enfance, s'était heurté à la plus humiliante des déconvenues, au point que le reste de sa vie en fut terriblement altéré. La famille de sa future épouse, voyant cette liaison susceptible de se prolonger par un mariage, avait, comme il était naturel dans ce milieu, fait une enquête approfondie sur le brillant jeune homme, en remontant par prudence jusqu'à la 3e génération. Et là, catastrophe. Un communiste. Dans la famille, on ne pouvait pas épouser un petit-fils de communiste, sicilien de surcroît. Fût-il X. La belle enfant eut beau faire, rien ne fit changer ses parents d'avis. Elle n'eut d'autre possibilité que de s'y ranger en jeune fille bien éduquée. Aujourd'hui, il ne comprenait toujours pas. Les parents de sa fiancée ne l'avaient pas empêché de le voir et de vivre sa passion, dont il ne doutait pas qu'elle serait passagère. Mais un mariage avait été hors de question. Inutile d'essayer de leur forcer la main en faisant un bébé. Le médecin de famille le lui aurait retiré de force. Hors de lui, blessé au plus profond de lui-même, il avait été outré. Il avait renié les coutumes familiales pour s'intégrer à un milieu plus en rapport avec son niveau d'intelligence, et celui-ci le rejetait en lui refusant ce qu'il voulait le plus au monde. Le lendemain, il acceptait un contrat de 2 ans à Los Angeles pour une filiale de son employeur. Un mois plus tard, il était installé aux USA avec au cœur une haine qui ne le quitterait jamais. Un profond désir de destruction l'animait. C'était dans cet état d'âme qu'il avait à plusieurs reprises rencontré Macpherson, dont la vivacité d'esprit, la prestance, l'importance et le charisme lui plaisaient. Il vivait les prémices d'une longue collaboration secrète avec le chairman, d'une longue période de vengeance. C'était 20 ans plus tôt. Ses premières victimes furent ceux-là même qui l'avaient si profondément humilié. Il s'était attaché à ruiner toutes les entreprises qui faisaient leur fierté et nourrissaient leur arrogance. Il ne les avait pas mis sur la paille, il les avait juste appauvris, ramenés à un niveau où tout devenait extrêmement difficile pour eux. Sans être impossible,
Il les avait laissés, courant après leur gloire passée sans jamais pouvoir l'atteindre, pour le restant de leurs jours. Leur réseau d'amis et de relations les avait abandonnés. Dans ce milieu, on ne fréquentait pas les gens en difficulté. Cela pouvait être contagieux. Il se demandait encore pourquoi il avait choisi cette double personnalité, pourquoi ce nom d'emprunt de Francis Leaks qu'il portait à Saint-Trope. Rien de bien illégal. Plutôt un alias autorisé qui lui servait de seconde peau justifiée par sa célébrité professionnelle à Paris. Après tout, ils étaient nombreux à employer cette méthode connue de l'administration, pour préserver leur anonymat dans leur lieu de villégiature. Sauf que pour lui, Saint-Trope n'était pas une sinécure, mais plutôt une sorte d'antre du diable où était concentré tout son dispositif de surveillance électronique. La Leaks Company tenait plus du rongeur d'entreprise que de la société de service. Tout ce qui était enregistré, classé, étalonné, lui servait à obtenir ce dont il avait besoin pour exécuter ses plans les plus complexes. Les méthodes les plus évidentes pour arriver à ses fins étaient l'information en profondeur, l'extorsion, les pressions en tout genre. Encore que généralement la simple menace de divulguer ce qu'il savait suffisait à faire plier ses interlocuteurs. Il avançait par petites touches successives. Il était rare qu'il demande à une personne l'impossible ou le don total. S'il se remettait parfois en question, comme ce soir, il n'oubliait pas que les gens qu'il manipulait en tireraient un profit immédiat. Cela les consolait d'avoir eu à baisser le pavillon devant lui. Rares étaient les cas où son intervention devenait musclée comme pour l'affaire des brevets. Il y avait été contraint tant par la médiocrité de ses intermédiaires que par l'impatience dont il savait Macpherson capable. Il allait falloir qu'il surveille cette affaire de plus près. Cela dit, ce n'était pas dans son tempérament de déplorer le malheur que ses actions dispensaient autour de lui. Ce soir, le nom de Francis Leaks lui pesait comme une mascarade. Il était PDG de la société Fontana B2B. Il avait eu à ce titre un succès étonnant. Il avait épousé Jeanne sous ce nom. Ensemble, ils avaient fait 2 enfants. Pourquoi ne passait-il que de trop rares moments tous les 4 à Bois-le-Roi? Jeanne était d'une finesse et d'une intelligence, ses enfants si beaux. Il s'endormit sur cette image lointaine et rassurante. La nuit s'était mal passée pour Macpherson. Cela se voyait sur son visage le lendemain matin lorsqu'il apparut vers 11 heures. Le décalage horaire, dit-il, je le supporte moins avec l'âge. Leaks souhaitait qu'il n'ait pas perdu totalement la mémoire à l'issue de ce dîner. Il espérait lui avoir seulement fait oublier ses vieilles histoires de Tchernobyl et de 3 Miles Island. L'affaire Cochran et son enlèvement lui trottaient dans la tête. Les remarques meurtrières de la veille concernant l'inventeur lui indiquaient une radicalisation des méthodes de l'empereur du pétrole. Vous voilà armé, je suppose, pour quelque temps. J'ai bien compris les nouvelles orientations à prendre. Si une nouvelle guerre au Moyen-Orient devait éclater, je suppose que vous seriez parmi les premiers prévenus. Le président Sadoun s'habitue bien aux frappes chirurgicales aériennes. Il n'est pas complètement perdant à ce que je sache. Il n'a jamais été personnellement visé. Nous avons trop besoin de lui, dit Francis, pour meubler le temps qui lui restait à passer avec Donovan. C'était lui ou les intégristes, répondit ce dernier. Eux sont beaucoup moins contrôlables. Ils sont fous. Nos expériences dans un autre pays se sont soldées par des échecs. Groupe 7 n'en veut plus, quoique je perçoive un peu de réticence de la part d'un membre. Macpherson s'arrêta, se rendant compte que pour une fois, il en disait trop. Il n'était même pas censé indiquer que Groupe 7 avait des membres. À plus forte raison qu'il y ait une divergence d'opinion au sein du groupe. Leaks se dit que cela en faisait au moins 2, vu les achats de sociétés de services au nucléaire faits par son fils. Il faudrait s'en souvenir le cas échéant. Il enchaîna pour ne pas paraître curieux. Je ne doute pas que vous vous souviendrez longtemps du succulent bar de ligne en croûte, de sel arrosé de Château Minuti, de mon restaurant favori, la Ponche. Vous me semblez être à même de supporter quelques kilos de plus. Profitez-en, heureux homme. Macpherson émit un grognement en guise de réponse. Ses yeux envoyaient un message de satisfaction au souvenir de la soirée, teinté de culpabilité. On sentait bien qu'il avait eu conscience d'avoir dépassé les limites et d'avoir été mis au lit par son hôte la veille. Il est temps que nous allions à Saint-Raphaël. Si l'équipage est prêt, j'aime autant partir avec un peu d'avance. Cet excellent petit déjeuner me tiendra lieu de lunch. Est-ce que je ne vous ai pas appelé Fabrizio hier soir? En effet, vous m'avez rappelé de très vieux souvenirs de ma première période aux States avec vous. Naturellement, vous m'avez appelé Fabrizio. Je ne suis pas connu sous ce nom à Saint-Tropez, mais ce n'est pas trop grave. Je ne vois pas qui nous aurait écouté. En tout cas, vous voudrez bien m'excuser de trahir un de vos secrets dans votre propre fief. Cela ne se reproduira plus. Ne vous en inquiétez pas. Je vais faire embarquer vos bagages et nous allons partir de suite. Voulez-vous piloter mon 42 Tiger? L'air du large vous fera du bien. Ils partirent côte à côte le long de la piscine, vers l'escalier en colimaçon du mini-port, devisant amicalement. Ils donnaient l'impression d'une entente parfaite, mais un psychologue avisé comme Leaks sentait les fausses notes, les entailles dans leur vieille amitié, à un début de défiance de la part de Macpherson. Il réprima vite ses sentiments, de crainte d'émettre à son tour des ondes négatives.
Ils embarquèrent prestement avec l'aide de Gunther, qui manœuvra le cigarette jusqu'à quelques encablures de la côte, puis laissa le chairman s'amuser une dernière fois à leur faire des chaleurs. L'équipage du jet était là, à la botte de leur client, et le transfert se fit immédiatement. La tour de contrôle donna son feu vert, le reste du plan de vol était inchangé. Au retour, Lix rejoignit Agnès, avec laquelle il était pressé d'échanger ses impressions. « Ce type est imbuvable, je le déteste. D'accord, il est impressionnant, il est respecté dans le monde entier, il représente un paquet de dollars. Je me suis faite toute petite devant lui pour ne pas te créer de problème. Je sais que vos relations remontent à loin et que vous avez fait de grandes choses ensemble. Mais es-tu sûr que tu as encore besoin de l'homme qu'il est devenu? Ne penses-tu pas qu'il serait temps que vous preniez de la distance ?» Agnès se défoulait sur Lix. Après ces longues heures de tension où elle avait retenu ses paroles, elle avait besoin de lâcher la vapeur. Ce n'était pas de ce problème qu'il s'attendait à discuter avec elle. Pour éluder la question bien réelle qu'elle exposait et éviter d'avoir à y répondre sur le champ, Lix se dit qu'un peu de détente ne pourrait pas leur faire de mal. Lui aussi avait été sous pression du fait de l'ancienneté de ses liens avec Donovan. « Tu n'appréhendes pas bien la situation parce que tu ne la vois pas d'assez haut. Je vais te montrer un endroit d'où tu pourras mieux relativiser. Tenue de sport, voiture, au trot. » Lix avait toujours de ses façons de lui parler. Le petit côté mystérieux de ses projets à leur égard l'émoustilla, et c'est sur les chapeaux de roue qu'elle fonça se changer. Lix avait tout juste eu le temps de passer un coup de fil et de rafler son équipement qu'elle était déjà au volant en train de faire ronfler son moteur. Il la laissait généralement conduire, sachant qu'elle en avait peu l'occasion. Suivant ses instructions, ils prirent la route de Château-Grimaud, puis bifurquèrent vers le massif des Morts sur la départementale 14. Rose de curiosité, elle prit un air détaché, ne voulant surtout pas poser de questions. Elle se concentrait sur la conduite de sa voiture qu'elle pratiquait avec beaucoup plus de prudence que celle de sa chaise roulante. Arrivée à destination, elle roulait des yeux ronds comme des billes. Ils étaient au pied d'un sentier escarpé qui menait à Plane-Suvière. Elle ne passera pas ma chaise ici. Désolé, là c'est mission impossible. Ne t'inquiète donc pas, j'ai tout prévu. » Tranquillement, il sortit du coffre un harnachement de Sherpa et s'en équipa prestement. « Allez hop, grimpe là-dedans, lui dit-il en lui tournant le dos. » Agnès, très gamine, ne se fit pas prier. Elle se contorsionna, accrochée à la voiture, et à la force des bras arriva à s'installer sur le dos de Lix qui, pliant un peu sur ses genoux, ne changea pas d'avis. Ils partirent sur le raidillon. Destination, le haut de la falaise. Plus ils montaient, plus Agnès était aux anges. Il n'y avait que Lix pour lui faire des trucs pareils. Dans bien des endroits, il eut à s'agripper à la paroi pour assurer ses déplacements. La fin fut une véritable escalade. Arrivés en haut de la falaise, ils bifurquèrent vers l'ouest et suivirent la ligne de crête en direction du point culminant. Agnès n'en menait pas large, la vallée à sa gauche prenant des allures de précipice. C'est presque en rampant qu'ils atteignirent l'endroit le plus haut de la montagne qui comportait une pente abrupte vers le sud. Il dégagea Agnès et la posa sur un rocher, face à une vue imprenable sur 40 kilomètres. « Je comprends mieux ce que tu veux dire, Francis. La balade est géniale, la vue splendide. Tu es formidable. Tu arrives encore à respirer ? Ça va. Bon entraînement, rétorqua-t-il haletant. Oh, mais là-bas, c'est plus haut, dit-elle en pointant du doigt la chartreuse de la Verne vers le sud-ouest. Pourquoi n'y sommes-nous pas allés ? Parce que je préfère ici. La pente est plus raide devant nous. À peine avait-il eu le loisir de profiter du spectacle du haut de ce surplomb que, survenant de derrière la colline, un hélicoptère se posa à quelques dizaines de mètres d'eux. Ah, tu avais prévu le retour. Tu n'es pas aussi bien entraîné que cela. Mais le pilote se contenta de descendre tout un attirail de la cabine et remit les gaz pour redécoller. Non, attendez, on arrive. Elle commençait déjà à ramper vers l'hélico lorsque Lix lui donna l'explication de cette manœuvre. Laisse-le partir, nous ne rentrons pas en hélicoptère. Il nous a laissé notre véhicule pour la descente. Perplexe, Agnès attendait la suite, perchée comme une grenouille sur son rocher, tandis que Francis s'affairait à déballer et à monter tout un fatras de toiles, de barres et de câbles dont elle tentait de loin de saisir la finalité. Soudain, elle comprit. Une aile delta biplace apparaissait progressivement devant elle. D'autorité, Lix y harnacha Agnès qui commençait sérieusement à se débattre. « Tu es fou, je ne monterai pas sur ce machin. C'est cet endroit-là que je voulais te montrer. En l'air, tu pourras vraiment relativiser et comprendre que les crises que nous traversons parfois ne sont rien. Ne t'affole pas, qu'est-ce que tu risques ? C'est vrai ça, qu'est-ce que je risque ? De me casser une jambe ? Ironisa Agnès subjuguée. En quelques enjambées de Lix, ils s'élancèrent dans la plus merveilleuse expérience qu'Agnès avait eu l'occasion de vivre. Prenant rapidement de la vitesse entre ses mains expertes, l'aile commença par plonger quelques secondes plein sud dans la vallée, puis elle vira à l'ouest nez au vent et reprit une partie de l'altitude qu'elle avait perdue en échange de plus de vitesse. Agnès voyait le col de Capelude se rapprocher dangereusement, alors que leur altitude était insuffisante. Elle ne put s'empêcher de laisser échapper un petit cri, vite interrompu car le vent les avait d'un coup ramenés à bonne hauteur. Ils survolèrent la route de justesse. Déjà Francis bifurquait sud-sud-est et laissait le vent les pousser à une allure de plus en plus enivrante. Elle n'avait plus peur d'ouvrir les yeux.
Ce qui était la moindre des choses, elle était venue jusque-là pour voir. Et là, droit devant, le lac de la Verne serpentait sur près de 3 kilomètres jusqu'au barrage, qui ressemblait à un ouvrage de fourmis vu de leur fragile trapèze volant. Le soleil se reflétait dans le bleu foncé des eaux. À chaque fois que le vent d'ouest heurtait les flancs en montagnes russes du massif du Laïré, l'aile, bien orientée par Francis, reprenait de l'altitude. Tournant alors résolument le dos au massif, il accroissait sa vitesse pour aller plus loin encore. Ils visitèrent ainsi toute la vallée, profitant des courants ascendants qu'ils rencontraient aux abords des apics, tournant et virant, enivrés tant par les mouvements circulaires de l'aile que par la fraîcheur vivifiante de l'air qui les portait. Ils se payèrent le luxe de survoler le château de la Mole qui en avait vu d'autres et se présentèrent par l'est en restant à l'écart de la piste principale de l'aérodrome. Lorsqu'apparut le petit hangar de l'aéroclub, Lix fit un signe à Agnès qui se contracta instinctivement. L'atterrissage fut limite, mais peu leur importait après une telle ivresse. Prévenus, deux aides leur évitèrent le pire, et après force tape dans le dos, ils servirent un petit verre d'eau de vie à Agnès dont la tête tournait pour avoir respiré trop vite et dont le sourire pâle laissait présager une réaction de détente excessive après une trop grande quantité d'oxygène et d'adrénaline. Dès qu'elle eut repris des couleurs, ils les raccompagnèrent jusqu'à leur voiture. Francis n'était pas sûr que leur évolution autour de l'aérodrome ait été du goût de la tour de contrôle et préférait ne pas traîner, laissant à l'aéroclub le soin de trouver des explications en prétendant qu'il s'agissait d'un touriste mal informé. En plus du plaisir de la balade, Francis s'en tirait très bien. Le sujet épineux était complètement oublié, du moins pour l'instant. D'un côté, il avait trop besoin de voir Agnès positiver. De l'autre, il ne pouvait pas démissionner de son contrat avec le chairman. Pas maintenant. Mais la graine était plantée, elle commençait à germer. Il savait que, de plus en plus souvent, cet homme allait trop loin. Dans l'état actuel de leur relation, couper les ponts serait très dangereux. Comme on dit dans les films de série B, il en savait trop.